Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le 4 novembre et voici les titres. Avec la hausse des prix du gaz et de l'électricité, il devient nécessaire pour la ville de faire des économies. Pour mieux comprendre, Vélizy TV vous offre une interview exclusive avec Monsieur le maire. Depuis plusieurs semaines, la crise des carburants fait rage et vous êtes nombreux à rencontrer des difficultés pour faire le plein de votre véhicule. Dans ce JT, Vélizy TV fait le point pour vous sur les stations-service de la ville. Du 18 au 27 novembre, Londres place au cœur de sa programmation la 7e édition du festival Immersion Danse. Vélizy TV vous propose un avant-goût du menu. Éclairage public, équipement, géothermie, Pascal Thévenot répond à toutes vos questions sur les mesures d'économie d'énergie appliquées par la ville pour réduire les dépenses. Alors Monsieur le maire, bonjour. Vous êtes actuellement en préparation budgétaire. Avant l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, Vélizy dépensait 1 200 000 € en chauffage et 1 500 000 € en électricité. Vous avez déjà mis en place quelques mesures pour économiser sur ces deux secteurs. Pourquoi ? Avec la crise de l'énergie, sans rien faire sur l'électricité notamment, on serait passé de 1,5 million à près de 3,5 millions. Donc avec simplement l'augmentation prévue à la fin du mois, et on n'a pas de visibilité sur les augmentations sur 2023, vous imaginez bien que sortir entre les augmentations d'électricité et les augmentations de gaz, 3 millions de facilités budgétaires, ça n'existe pas. Au mois de septembre, vous nous aviez parlé de votre mesure pour couper l'éclairage entre minuit et 5 heures du matin. Pourtant, ce n'était pas le poste de consommation le plus important. Combien il consomme ce poste-là ? Ce poste, c'est 300 000 €. Et alors, ce n'est pas le plus important, mais de toute façon, il va falloir aller chercher 10 000 € par 10 000 €. Et donc là, alors ça va se faire en plusieurs étapes, puisqu'il y a des choses qu'on pouvait faire facilement, parce que les armoires électriques permettaient de le faire directement. C'est pour ça qu'on a commencé dans un premier temps par les quartiers pavillonnaires, où là, les armoires permettaient de couper l'électricité à partir de minuit. Après, vous avez la zone d'emploi, où là, il y avait des adaptations à faire, mais plus rapides, donc c'est déjà le cas. Donc là, maintenant, on éteint une bonne partie de la zone d'emploi le soir, et le but c'est que d'ici la fin de l'année, on ait pu éteindre tout l'éclairage public sur la ville où c'était possible en gardant la vision sur les caméras de protection et en gardant simplement un seul axe qui permette aux gens de rentrer le soir à pied ou en vélo en ayant de l'éclairage. C'est l'axe du tramway, et pour aller dans les quartiers à l'ouest, on va garder l'avenue de Savoie. Très bien, du coup on va pouvoir passer à la géothermie et au chauffage. Donc la centrale géothermique de Vélizy utilise des pompes à chaleur qui consomment de l'énergie. Combien elles coûtent en électricité, ces pompes-là ? Alors on n'a pas encore estimé, parce qu'en fait on n'a pas assez de recul sur la géothermie. Aujourd'hui, le poste de chauffage, c'est 1,2 million. Et on sait qu'en cas de froid important, on aura besoin de 35% d'appoint en gaz. Et donc c'est la plus grosse économie, elle va être là. Le but, c'est que tout le monde baisse sa consommation de chauffage pour que finalement, dans le meilleur des mondes, on puisse être 100% géothermie. A priori, tous les équipements de la ville ne sont pas reliés justement à la géothermie. Lesquels ne sont pas reliés et pourquoi ? Alors ceux qui ne sont pas reliés à la géothermie, c'est ceux qui ne sont pas reliés au chauffage urbain. Alors il y en a certains, on peut l'imaginer, comprendre facilement. C'est deux écoles anciennes qui sont l'école à Vélizy-Bas, et puis Jean Massé, et l'école dans le quartier du Clos, qui est l'école Buisson. Ce sont deux anciennes écoles qui sont chauffées au gaz. Donc là, de toute façon, comme on l'a fait avec le chauffage urbain, on va baisser à 19 degrés le chauffage. Donc là, on l'imagine bien. Après, il y a la miellerie. Donc là, c'est pas grave, on va mettre hors gel. On fait pas de miel l'hiver, donc c'est pas bien gênant. Et vous avez aussi Ravel, donc, qui est chauffé au gaz. Alors là, la raison, c'est un équipement plus récent. Je sais pas, on n'avait pas dû imaginer crise énergétique à l'époque, et ça n'a pas été relié au chauffage urbain. Alors, par contre, plus étonnant, c'est parce que là, ça a été fait juste avant que j'arrive.
c'est la Salariane qui, elle, est chauffée au chauffage électrique. Et serait-il possible de relier une maison individuelle à la géothermie ou pas du tout? Alors, au chauffage urbain tel qu'il est aujourd'hui, non. Là, l'investissement pour ça, plus les réseaux, les kilomètres de réseau qu'il faudrait rajouter pour relier des maisons individuelles, fait que ce n'est pas un bilan favorable. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous énumérer les différentes mesures que la ville a pu prendre pour justement réduire toutes ces dépenses énergétiques liées à l'électricité ou au gaz? Il y a toutes les mesures qu'on a prises depuis 8 ans qui étaient dans un but de protéger la planète. Pas obligatoirement un but d'équilibrer le budget puisque c'était pas le même coût. Mais ce que je vous disais, donc tout l'éclairage public est quasiment passé en LED. Après nous, ce qu'on n'avait pas encore totalement fait, c'est par exemple les parkings publics. Donc là, on va tout changer, on avait commencé à le faire, on va tout passer en LED rapidement, et avec des détecteurs qui permettront déjà de moins consommer de base avec la LED, et d'être éclairé simplement. Donc ça semble juste du bon sens, sauf que ce sont des investissements qu'on faisait petit à petit. Et ensuite, finalement, on s'aperçoit qu'en interpellant les Vélysiens, les salariés de la ville, sur les mesures qui pourraient être menées pour économiser, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des fois un couloir qui reste tout le temps allumé, une entrée qui reste tout le temps allumée, qui n'a jamais choqué personne. Et finalement, on se dit, ça pose peut-être problème. Donc là, il y a toutes ces économies. Et puis après, vous pouvez avoir, alors à la piscine, on a baissé d'1 degré le petit bassin, de 2 degrés le grand bassin. On va baisser aussi la température dans les stades. Quel est le niveau d'urgence par rapport à cette situation? On est plutôt vert, orange, rouge? Là, on est plutôt orange. Pour équilibrer mon budget, avec toutes les mesures qu'on a prises, j'ai considéré qu'on devait pouvoir arriver à subir que 20% des augmentations du prix du gaz et de l'électricité. Mais pour faire ça, ça veut dire qu'il faut baisser, mais il faut que tout le monde y mette du sien. Parce qu'en fait, autrement, si vous prenez le gaz, il multiplie par 7. Si vous prenez l'électricité, elle multiplie presque par 2 son prix. Donc ça ne fait pas 20%. Pour partager cet effort commun, vous allez avoir besoin de l'aide des citoyens. Donc vous l'avez dit, on peut faire l'effort d'éteindre le couloir en quittant son bureau le soir ou mettre un pull. Est-ce que vous préconisez peut-être d'autres conseils aux citoyens pour vous aider? La plus mauvaise idée, sans s'en rendre compte, s'il rajoute un chauffage d'appoint, eh bien, il va se prendre des centaines d'euros à la fin dans sa électricité. Je pense que ça permet aussi de se poser les bonnes questions au bon moment. Et on parle de l'énergie, mais c'est la même chose avec l'eau. Par exemple, là, en dehors des douches, dans les équipements publics, on va couper l'eau chaude. C'est-à-dire qu'on va se laver les mains à l'eau froide. Ça, multiplié par plusieurs centaines de fois dans la journée, ça fait aussi des économies. Et c'est ce qu'on peut faire aussi à la maison en prenant une douche un peu plus rapide que ce qu'on avait l'habitude de faire, en espérant que pour une partie, ça soit un mauvais passage à passer. On se retrouve à la station BP de Vélizy-Villacoublay, juste à côté de la salle Maurice Ravel. Et vous le voyez derrière moi, il n'y a pas grand monde. Pourquoi? C'est très simple. Ici, tous les carburants sont disponibles, sauf le sans-plomb. On vous emmène. Depuis maintenant plusieurs semaines, la hausse du carburant et sa rareté se font ressentir dans nos stations. Certains viennent dans l'espoir d'en trouver, mais repartent bredouille. Mais pour d'autres, ce n'est pas un problème. C'est le cas de ces employés municipaux. Nous, on utilise le gasoil. Du gasoil? Oui, que du gasoil, oui. Et du coup, ces dernières semaines, vous n'avez pas rencontré de difficultés pour faire le plein de votre véhicule pour aller travailler? Non, parce que on utilise le gasoil et l'essence, ça ne nous intéresse pas. Et ils ont que du gasoil. Alors, ça nous arrange quelque part. Une situation qui pourrait bien continuer encore longtemps. En général, on est livré tous les 10 jours, mais en ce moment, avec la pénurie, avec les grèves, et là, ça fait à peu près 3 semaines qu'on n'a pas été livré. C'est-à-dire que les clients qu'on a, c'est surtout ceux qui habitent sur Vélizy. Donc, ils sont déjà en réserve
Et malheureusement, ils ne peuvent pas trop se déplacer. Ils nous font appel et demandent si on a été réapprévisionné ou pas. Et comme pour l'instant, c'est sans nouvelles. Si de l'autre côté de la ville, à la station BP, il n'y avait personne derrière moi, ici, à la station Auchan, juste à côté du centre commercial Vélizy 2, vous le voyez derrière moi, ça ne désemplit pas. Et la raison est très simple, vous vous en doutez, c'est parce qu'il y a du sans-plomb. Quel type de carburant vous mettez dans votre véhicule? Du 95. Et là, du coup, vous en avez trouvé que ici ou vous en avez trouvé autre part? Il y en avait en venant sur Trappes. J'ai vu une pompe où il y en avait, les deux autres j'ai pas vu, c'était pas dans le même sens. Mais comme là j'arrive de Versailles, du coup, et que je viens sur Vélizy faire une course, j'en ai trouvé là. Parce que là, quand je suis partie de chez moi ce matin, il y avait 2 pompes sur 3 qui n'avaient pas de 95. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ben non. Et c'est pas inscrit, hein. Vous avez mis quoi là de... Du 95. Et il n'y en a pas? Ben non. Et vous avez du 95? 98. Moi, j'ai mis directement du 98. Bah, je vais mettre du J'ai mon plein, 98, c'est fait. hein. Voilà. Mais là, quand on met du 95, on peut mettre du 98. Alors, on repart. Donc là, du coup, vous allez mettre du 98? Non, non, je mets du 95. J'ai vu le monsieur devant moi en mettre, donc c'est qu'il y en a. C'est bon. Et n'oubliez pas, essayez de faire le plein que quand c'est nécessaire. Du Kenya à la Grèce en passant par Israël et le Brésil, la programmation du festival Immersion Danse de Londres va vous faire voyager et vous enjailler. Oui, on voit l'affiche juste derrière moi, Immersion Danse. Il s'agit d'un temps fort en danse qui fait la part belle à la création contemporaine en danse, mais aussi la création internationale. Donc c'est l'occasion de découvrir des artistes venus du monde entier. Pour rappel, Londres est une scène conventionnée pour la danse, la création chorégraphique depuis 4 ans maintenant. Donc on a un programme de danse tout au long de l'année, aussi des projets qu'on mène avec différents publics. Mais si vous souhaitez découvrir des artistes internationaux, c'est l'occasion. Cette année, au programme, nous allons vous présenter 8 spectacles et des artistes, comme je disais, venus un peu du monde entier. Donc on a la France bien sûr, mais aussi les États-Unis, Kenya, la Suisse, les Pays-Bas, le Brésil, l'Israël et j'en passe. Donc c'est vraiment un programme qui montre la richesse de la création contemporaine, la diversité d'esthétique au niveau de la danse contemporaine. Ce qui est intéressant au niveau du festival, c'est que la programmation est construite sur un modèle de soirée partagée. Donc le public pourra découvrir un premier spectacle plus intimiste, souvent des solos ou des duos dans la petite salle de l'atelier, qui demande justement une proximité pour profiter du spectacle. Et après, en deuxième partie de soirée, à 21h, on a un spectacle grand plateau, une grande forme, avec plus de danseurs sur scène. Et d'ailleurs, je vous conseille de prendre des passes soirées, parce que c'est une formule assez avantageuse pour profiter des 2 spectacles et avoir une belle soirée qui va de 19h à 23. Les coups de cœur de cette édition. Alors, je vous conseille surtout 2 spectacles à ne pas rater. D'abord, Immigrant Story de Wanjiru Kamuyu. Alors, Wanjiru, c'est une nouvelle artiste associée au Théâtre de Londres, donc on va l'accompagner cette saison et la saison prochaine. Ses créations, mais aussi un certain nombre de projets sur le territoire. Donc, c'est une jeune chorégraphe qui est née au Kenya, où elle apprend la danse classique, et puis elle démarre sa carrière aux États-Unis, où elle migre vers la danse contemporaine, ce qui fait que son écriture chorégraphique est nourrie de toutes ses cultures et de ses voyages. Et aujourd'hui, elle vient avec un solo qui interroge la notion d'immigration et qui est nourri de son parcours, mais aussi d'autres témoignages, et elle arrive à en faire quelque chose de très universel. C'est une chorégraphe et une interprète aussi qui est très charismatique, qui est très solaire, qui communique une énergie extrêmement positive. Et le spectacle, c'est un petit bijou qui en plus est adapté en langue des signes française et qui sera aussi proposé en audio-description. Donc ça, vous pourrez le découvrir le 24 novembre. Et Wanjiru, on pourra aussi la retrouver au printemps parce qu'elle va proposer un projet de danse à tout public. Donc toute personne qui aime danser pourra venir danser avec elle et découvrir un peu plus l'univers de sa compagnie.
Comme je disais, c'est une artiste associée sur 2 saisons, donc on va la suivre aussi. On va accueillir sa prochaine création qui sera créée à Londres dans le cadre d'Immersion, la 8e édition l'année prochaine. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est une artiste qui va nous accompagner sur 2 saisons et qu'on est très très fiers d'accompagner. Donc on vous propose de faire un petit bout de chemin avec elle. Et pour le deuxième spectacle à ne pas manquer, il s'agit de Sharon Eyal, le spectacle Promise, qu'on accueille le 27 novembre en clôture de festival. Alors Sharon Eyal, c'est une danseuse chorégraphe qui est issue de la Batsheva Company, tout comme Ophet Shechter, que le public a applaudi en début de saison, qui a eu un immense succès. Donc là, c'est la deuxième star issue de cette compagnie. Et c'est une chorégraphe qui a une signature chorégraphique très, très particulière, presque inimitable. C'est une danse très ciselée avec un travail de groupe assez impressionnant où vraiment la notion de groupe est au centre du travail. Et petite particularité aussi de son travail, c'est qu'elle fait travailler aussi ses danseurs souvent sur des demi-pointes, ce qui crée une danse assez physique, très particulière. Donc on ressent presque l'effort physique en tant que spectateur. C'est une expérience aussi pour nous de recevoir ces techniques-là. C'est une artiste qui tourne un peu partout dans le monde, dans les plus grandes scènes, de Chaillot à la Villette. C'est vraiment, nous on est hyper contents de l'accueillir en clôture de ce festival le 27 novembre prochain. Donc voilà, s'il y en a 2 que je vous conseille vivement de ne pas rater, ça serait Wanjiru et Sharon en fin de festival. Et ça sonne la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.